vous avez aimé, vous allez aimer la Coupe du Monde 2026, c'est que vous avez adoré la Coupe du Monde 94. On y retourne. Voici le pourquoi de Romain. Bonsoir mon cher Romain. Ça va ? Ça va super, mais je suis un petit peu contrarié quand même. Pourquoi ? Parce que pour une fois, il y a un autre Romain en plateau, et quand vous l'avez présenté, vous avez dit une légende du journalisme. Oui. Et moi, j'y ai pas le droit, par exemple. Vous n'êtes pas journaliste. C'est-à-dire que, Romain, je vais vous dire deux choses. C'est qu'un, il est plus fort que vous pour le moment. Pas d'accord. Non mais grandissez, évidemment. C'était hier le pourquoi sur les boulards. Et deux, j'ai oublié le deux. Enchaînez. Il n'était pas né. Il n'était pas né en 94, Romain. Exactement, mais je vais le préciser, bien évidemment. Bon, depuis le début de l'émission, on parle du futur. Moi, je vais faire un bond dans le passé, retour il y a 31 ans, pour la Coupe du Monde 1994, qui avait eu lieu aux États-Unis. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, je n'étais pas né, mais j'ai eu envie, tout simplement, de me plonger dans les méandres de la compétition. Ça fera des souvenirs aux ancêtres qui sont présents sur ce plateau. Donc, Coupe du Monde 94, pourquoi c'est l'une des plus belles de l'histoire? Et oui, parce que même en l'absence de la France, eh bien, il paraît que le rêve américain portait bien son nom. Alors, faites-nous rêver. Qu'est-ce que ça a donné sur le plan sportif? Alors, je vais être honnête, parmi toutes les personnes que j'ai interrogées, disons que l'aspect sportif n'est pas ce qui ressort le plus par rapport à la magie de cette compétition. Alors, c'était pas la catastrophe, loin de là, mais un problème, c'était la chaleur. On l'aura peut-être d'ailleurs l'été prochain. Attention, je l'ai dit, tout n'était pas catastrophique. On va voir le tableau, par exemple, à partir des quarts de finale. C'est un tableau de l'époque, là. Hein. Bien sûr. Okay. On a eu des belles histoires. On n'a plus de sous. Là, vraiment, on fait du tableau Vénéda, là. On n'a plus rien. On y va. On a fait venir Romain Delbello. On a pas c'est moi. Bref, on a eu des belles histoires avec la Bulgarie et la Suède, par exemple. On a eu un match magnifique entre le Brésil et les Pays-Bas en quart aussi. Et à l'arrivée, une finale entre la Seleção de Romario et l'Italie de Roberto Baggio, qui se finit au tir au but avec cette image mythique du Ballon d'Or 93 qui rate sa tentative. Les Brésiliens remportent leur 4e sacre mondial, 24 ans après le dernier, celui de Pelé, en 1970. Et puis on va quand même mentionner les stars qui étaient présentes à cette compétition. Denis Bergkamp, Hristo Stoichkov qui sera Ballon d'Or cette année-là, Jorge Agui, le Roumain, Roberto Baggio évidemment, on en a parlé avec l'Italie, grande compétition pour lui. Il y avait Franco Baresi derrière lui, ça peut aider pour défendre. Un duo d'attaque Romario Bebeto pour le Brésil, c'est quand même pas trop mal quand il s'agit de marquer des buts. Un autre duo très sympa du côté de l'Argentine, Gabriel Batistuta, Diego Maradona. Là aussi, on peut rêver un petit peu dans le secteur offensif. Non mais quelle légende cette Coupe du Monde. Alors justement, Diego Maradona, ça a été l'un des très grands, même si éphémères, personnages de cette Coupe du Monde. Bien sûr, de toute façon, quoi qu'il fasse, où qu'il soit, c'est Diego Maradona et forcément, il monopolise l'attention. Et à la Coupe du Monde 94, eh bien, c'est l'un des épisodes les plus marquants de sa carrière, tout simplement. À l'époque, on le rappelle, il est en grande difficulté sur le terrain et en dehors, mais tout le monde espère un retour en grâce sur cette Coupe du Monde. Il a tout fait pour essayer de revenir. Et là, premier match avec l'Argentine, victoire 4-0 face à la Grèce, but magnifique d'El Pibe de Oro. Et le journal L'Équipe qui titre ce 22 juin 94, Maradona marque son retour. Mais voilà, 5 jours plus tard, c'est le drame. Il est contrôlé positif à l'éphédrine, un stimulant. Il est exclu de la sélection argentine. Il n'en portera plus jamais le maillot. C'était trop beau à la une de L'Équipe, trop beau pour être vrai ce retour. Vincent Duluc nous résume cette histoire. Maradona, c'est à la fois l'histoire d'un miracle et d'une trahison. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un miracle parce que tout d'un coup, on revoit Maradona redevenir un joueur de foot, amaigri, tout d'un coup en forme, de nouveau avec ce pied gauche enchanteur. Et puis c'est une trahison parce qu'ensuite on apprend quelle est la source finalement de ce miracle. Et ben voilà, c'est quand il se fait choper pour dopage. Christophin, évidemment. Alors, figurez-vous quand Attendez, j'ai le ballon de la Coupe du Monde qui arrive. Hop. Allez, deux jongles, gars. J'ai le ballon. Je ne sais pas jongler. Il est magnifique, ce ballon. Figurez-vous que par rapport à la chute de Diego Maradona, eh bien, la France, ou plutôt un Français, est à l'origine de cette chute. Les explications de Vincent Duluc. C'est que je suis journaliste au Progrès à Lyon, que le médecin de Lyon est celui de l'équipe de France qui s'appelle Jean-Marcel Ferret, qu'il a été installé par la FIFA à Boston et que c'est lui qui tire au sort le numéro du joueur au contrôle antidopage ce jour-là. Et c'est donc lui qui tire le numéro de Maradona et qui fait tomber l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors je vous avoue que ma première réaction par rapport à ça était d'avoir eu un peu peur pour ce Jean-Marcel Ferré. Je me suis dit qu'il avait peut-être eu 2-3 problèmes avec les Argentins ou avec Maradona, même si évidemment c'était pas de sa faute. Vincent m'a assuré que non, il m'a dit qu'effectivement ça aurait peut-être été un peu culotté aussi pour celui qui a prétendu avoir eu la main de Dieu en 86 de s'en prendre à la main du hasard. Évidemment. En 94. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaînes et pas de réseaux sociaux. Donc vous étiez assez peinards. Fou, les mecs. Bien sûr, les mecs. Donc, cette Coupe du Monde a surtout été un grand succès, il faut le dire, en dehors des terrains.
En fait, c'est la première fois qu'on attribuait la Coupe du Monde à un pays qui n'a pas une grande culture foot. Déjà, ça n'a même pas le même nom là-bas, on appelle ça le soccer, tout simplement. Et puis, il y avait un goût de nouveauté, d'exploration, tout simplement. Les stades, par exemple, changeaient de l'ordinaire, d'immenses enceintes sans toit la plupart du temps, utilisées d'habitude pour du football américain à Chicago, San Francisco, Détroit. Et bien sûr, le Rose Bowl de Pasadena à côté de Los Angeles qui a accueilli la finale. Et puis, le public avait répondu présent, il y avait une superbe ambiance. Et pour nous en parler, on a un témoin idéal, c'est Joseph-Antoine Bell, le Camerounais qui a quand même disputé cette Coupe du Monde 94 avec les Lions indomptables. Et il nous a gentiment répondu depuis Douala et il nous raconte ses souvenirs. L'ambiance était plutôt surprenante. On a pu s'apercevoir définitivement que quand ils sortent, ils savent s'amuser. Ils organisent quelque chose et ça devient effectivement un événement national. Tout le monde ne comprend pas forcément le foot, mais les stades étaient pleins, les gens étaient sympas, ils venaient pour faire la fête, pour applaudir les joueurs. À l'entraînement, on était suivis, à l'hôtel, on était bien traités. Donc oui, l'ambiance, j'ai trouvé qu'ils savaient la créer. Un joli témoignage de Un joli chapeau. Un joli chapeau aussi, exactement. En tout cas, on le remercie de nous avoir répondu. Ça nous a fait plaisir. Bah oui. En plus, ça s'était pas très bien passé pour les Camerounais. Ils avaient été éliminés dès la phase de poule. Très compliqué aussi en dehors des terrains. Bref, autre souvenir d'un match exceptionnel pendant cette Coupe du Monde selon Vincent Duluc. L'atmosphère était fantastique. Un des plus grands souvenirs, c'était évidemment le match Irlande-Italie à New York, qui était une espèce de derby de la ville et qui avait vraiment enfiévré les deux communautés principales de l'Est des États-Unis. Tout le cadre, tout le décor, c'était quelque chose de nouveau pour le foot. Jusque-là, la Coupe du Monde de foot allait quand même sur des territoires beaucoup plus classiques, des territoires où le foot avait déjà conquis le public. Et c'était la première fois que le foot s'attaquait comme ça à un continent où il était ni majoritaire ni populaire. Et puis enfin, c'est toute la culture américaine qui a rejailli sur cette Coupe du Monde. Oui, parce qu'on est donc en 1994, c'est la sortie de la guerre froide, les États-Unis dominent le monde, leur soft power est très puissant, les marques, le cinéma, les sports US aussi, on en parlait hors antenne avec Michael Jordan par exemple, on est en plein dedans. Et puis la mode aussi, et là on s'est concentré sur les maillots avec Arthur Girand et Baptiste Vautier, ils sont absolument magnifiques, regardez l'Allemagne, l'Argentine de Maradona, le Brésil il est iconique bien sûr, l'Italie, et puis alors les gardiens c'était fabuleux, mention spéciale pour le Maroc ici, et le Mexique, là on est sur une pépite absolument fabuleux, exceptionnelle. Et donc Joseph-Antoine Bell, eh bien lui, il a aimé ce bouillonnement culturel américain. Le Cameroun, par exemple, a passé toute sa compétition avec une star d'Hollywood. Le mélange là-bas avec le monde du showbiz et du cinéma, c'est que Spike Lee s'était invité dans le groupe du Cameroun et Spike Lee nous avait quasiment accompagnés partout. Il nous avait offert une réception, il nous a offert sa limousine. J'y étais avec Roger Mila, je me souviens, dans sa limousine avec lui. Malheureusement, on n'en a pas forcément fait grand-chose, mais je retiens que ça, c'était un symbole fort de ce que le foot peut réaliser. Extraordinaire témoignage, extraordinaire. Bon, en tout cas, peut-être que Brad Pitt suivra les Bleus pendant toute la compétition, l'été Il a prochain. déjà un château chez nous, donc bon, Oui, il n'a vrai. plus d'ailleurs. Il y a des liens, en tout cas. Oui. Bon, bref, on verra bien. Chez nous. Oui, absolument, dans le sud, je crois. Oui. Oui, bah, on fera une carte d'où qu'ils habitent, mais pour le moment, on finit pourquoi. Bien sûr. Voilà. En tout cas, ça avait été très bien en 1994. Donc, on espère remettre ça 32 ans après, à une différence près que la France est un rôle majeur dans cette Coupe du Monde. Merci beaucoup Romain à vos côtés. Et il faut préciser quand même, Raymond Domenech, que cette équipe de France qui n'y était pas, on se rappelle, c'est Israël et la Bulgarie. Et je rappelle que la Bulgarie a Et ben voilà, j'allais dire, la Bulgarie demi-finaliste. a fait demi-finaliste. Ouais. La Suède était aussi demi-finaliste. Il y avait une équipe pour gagner cette Coupe du Monde. Ah oui. Vraiment. Merci. S'il n'y avait pas eu cette On l'aurait gabegie gagné après avant, chez nous, je ne sais pas. Mais ces deux matchs, Bulgarie et Israël, quand on voit ce qu'a fait après avec Stoichkov, cette équipe de France, elle avait les moyens d'aller au bout dans cette Coupe du Monde. Vous y étiez, vous, à la Coupe du Monde? Oui, j'y étais. Vous étiez consultant? J'ai un très mauvais souvenir de cette Coupe du Monde. C'est vrai? Je me suis retrouvé à Boston avec les policiers nazis. Vous avez le droit à... Ah bah oui, au moment oui, j'ai eu le droit en cellule d'aller faire un petit tour en cellule. Raymond. Attendez, je savais. Vous avez été en cellule? Parce que l'équipe de France ne s'étant pas qualifiée, nous, les entraîneurs nationaux, on devait aller superviser les matchs. Et il y avait un lot de billets, l'équipe de France avait un lot de billets qu'elle avait acheté. Et donc, elle n'avait plus rien à faire. Elle nous a dit, bon,
quand vous allez là-bas, à nous donner à chacun un lot de billets et vous revendrez les billets sur place. Vous avez fait un peu- La voiture, la Cadillac de l'époque, c'est ça. en fait. Mais c'est comme ça que vous avez payé l'appartement? Les entraîneurs nationaux avaient des billets. Et à Boston, personne ne le savait, c'était interdit. À Los Angeles, ils ont vendu leurs billets. Dans toutes les autres villes, ils ont vendu. À Boston, où j'étais moi, je suis tombé sur interdit. Et donc vous êtes retrouvé en cellule? Ben, je me suis retrouvé en cellule. Pire, je suis allé au tribunal le lendemain matin. Guantanamo derrière. Oui, mais attends. 8 jours à Alcatraz. Non, mais ce que tu disais sur la nouveauté, ils avaient tellement peur des hooligans à l'époque, ils avaient construit des grandes cages, des espèces de volières où ils attendaient les hooligans pour les parquer. Il y avait un truc pour les Africains, un truc pour les Asiatiques et un truc pour les Européens, pour pas mélanger. Et ils nous parquaient dedans. Tous les gens qu'ils attrapaient, ils les mettaient là au milieu. Incroyable. Et je me suis retrouvé avec des gens Je demande qui, à ce eux, qu'on fasse la une de l'équipe là-dessus demain sur ça. étaient... Non, mais... C'est incroyable. Mais vous l'aviez déjà raconté? Mais je l'ai raconté mille fois. Bah, excusez-nous, on vous écoute plus assez, hein, parce que là, je pense qu'on l'a... Vous la connaissiez, l'anecdote, là? Non, mais en vrai, c'est une histoire assez incroyable. Et en même temps, je vais vous dire, ça fait... Alors, je sais pas, je me permettrai pas de dire que ça fait caisse de résonance, mais quand on voit les soucis de visa, la façon dont tout va être serré, vissé, on va être attentif à la façon dont ça va se passer. On rappelle qu'ils ont créé, vous l'avez dit tout à l'heure, Camille, un pass FIFA pour les supporters des nations qui ne sont pas spécialement amis que les États-Unis. Vous trouvez pas ça presque anormal de voir un Donald Trump aussi impliqué? Alors certes, bien sûr, c'est sur son territoire, mais en fait, il joue plus que ça. Lui, c'est pas l'image du soccer aux États-Unis, de cette Coupe du Monde, que ça se passe bien. Lui, son intérêt, il est politique. En fait, pour que les gens comprennent, mais en novembre 2026, donc quelques mois après la Coupe du Monde, il y aura une sorte d'élection de mi-mandat. C'est ça. S'il perd là, il n'a plus de pouvoir. Même s'il reste président, il n'aura plus de pouvoir d'exécution. Voilà, donc en gros, élection au Parlement. Au Parlement. Et donc, il faut que cette Coupe du Monde se passe bien pour lui, pour que derrière, il ne puisse pas être inquiété politiquement aux États-Unis. Si on prend leur groupe, il n'est pas aussi simple que ça. Hein. En plus. Non, mais je veux dire, je parle pas sportivement. Il faut que ça se passe bien sur le plan sécuritaire. Une fois qu'on a fini cet aparté... sécuritaire, si c'est tous les flics qu'il y avait à Boston que j'ai connus, ça va bien se passer. C'est peut-être un peu vieux là quand même. Tu traverses le trottoir. Vraiment, il n'y a que vous qui n'avez pas vieilli. Hein, parce que 94, s'ils avaient déjà mon âge, à mon avis, vous voyez, au mieux, ils sont sur un rocking chair. Je pense qu'ils ont été remplacés par d'autres. Oui, je sais pas, on verra. Ça a donné quoi le procès? Ils m'ont volé tout l'argent que j'avais sur moi. Ça aurait pu être pire. Que vous aviez volé à d'autres gens. Non, j'avais rien. L'argent du recel, quoi. Voilà, ça va. Rien vendu. C'est bon, vous avez pris votre bip-bop, vous avez rappelé votre C'est sur le premier billet, en plus. Je voudrais qu'il nous reste 3-4 minutes, après on va jouer le survivant, puis on se marrera avec Tom Cheravino pour le sans-abonnement. Romain Delbello, cette Coupe du Monde 94, on a à peu près le même âge. Ouais. C'est une Madeleine de Proust, voilà, évidemment. Et pour beaucoup, même si c'était pas toujours la plus spectaculaire, il y a des stars pour l'éternité. Vous avez vu comment on est devant les maillots. Moi, c'est peut-être biaisé par mes origines, mais moi, c'est Baggio. Bah oui. Baggio, il porte l'Italie. Delbello, Baggio. Ouais, comme rarement un joueur a porté une équipe. Le Nigeria en 8e, il les sort avec c'est un miracle. Avec une main, c'est un miracle. Voilà, oui, un miracle. Les Nigériens, ils doivent gagner 10 fois. Là, on est dans le Domenech Show. Là, on est dans le Domenech Show. Je l'ai lancé sur un truc, là. Mais il porte. Et alors, évidemment, c'est le foot. Il rate le tir au but en finale, mais c'est incroyable. C'est écrit, c'est scénarisé, et c'était très triste pour moi. C'est qui la star de cette Coupe du Monde pour vous, Karim? Honnêtement, Romario, j'ai trouvé ça. Romario aussi. C'était la première Coupe du Monde. J'ai regardé celle de 90, mais 94, c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué au début. Et Romario, je trouvais la facilité à marquer autant de buts, bien aidé évidemment par Bebeto. Mais cette équipe du Brésil, elle lui doit tout là-dessus. Et sur cette Coupe du Monde-là, il a sorti le Brésil, qui n'a pas fait des matchs incroyables d'ailleurs. Je crois que c'est le quart de finale contre les Pays-Bas. Ils ont eu vraiment chaud avec Branco qui met son coup franc. De toute façon, les Pays-Bas, c'est leur histoire. Incroyable. C'était fait remonter à 2-2. Ils menaient exactement. Mais Romario accompagné de Bebeto, les deux ont été juste fabuleux. Vraiment. Joey, vous étiez trop jeune, vous, Joey. Moi, j'avais 4 ans, je ne vais pas faire le mytho comme Romain Aran. Mais en revanche, c'est vrai que c'est un mytho. Il y avait votre idole, Gabriele Batistuta. Ah non, moi, pour le coup, Romario aussi, même si mon idole absolue, c'est Ronaldo le vrai, R9, mais Romario. Qui était là, mais qui n'a pas joué. Il a gagné, il a gagné sans jouer. On disait à l'époque, pardon, j'en profite, je me souviens des commentaires, je crois que de mémoire, c'était France Télévisions qui avait les droits de cette Coupe du Monde, mais je ne veux pas de bêtises, il me semble que c'était France. Voilà, il me semble que c'était France Télé qui avait les droits, avec Didier Roustan, qu'on embrasse bien fort. À chaque fois, ça nous remet un peu d'émotion. Et en fait, comment vous dire,
Du coup, je sais plus où j'étais à cause de Si, Didier. sur le consultant et Ronaldo. Ouais, avec Ronaldo, on nous disait il y a un jeune Brésilien. Non, mais c'est un peu l'émotion. Il y a un jeune Brésilien de 18 ans, mais un phénomène. On ne connaissait pas. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait 5 chaînes, quoi, ou 6 chaînes. Donc, 6 chaînes. Il joue encore à Cruzeiro. Et c'était Ronaldo. Ouais. Non, mais donc voilà, pour moi, la première Coupe du Monde, c'est 98. À l'époque, j'ai 8 ans, mais c'est sûr que de voir les noms. Batistuta, numéro 9, fantastique, donc voilà. Bon, juste dernier mot. Dernier mot. La finale a été. La finale n'a pas été à la hauteur. Vincent me l'a dit. Mais il y a ce pénalty poteau. C'est 40 degrés. En plus, faisait 40. Il n'y avait que vous qui faisiez le tour du terrain. Non, j'étais là-bas. On a fondu. Libéré. J'étais au stade. Mais alors attendez, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait tatouer par un gars avec une bedaine comme ça, qui lui a tatoué Boston Forever. Là, comme ça. L'équipe qui a disputé le meilleur football, c'était la Suède. Allez, on applaudit Romain. Merci Romain pour ce pourquoi. Bonne soirée Romain. Merci pour cette plongée en arrière.